Bienvenue sur ce direct depuis la Serbie dans le cadre de la Nuit des idées, cet événement international qui se déroule en ligne et dans plus de 100 pays. Plus de 200 événements, nous le verrons, beaucoup d'événements sont prévus et ont lieu depuis 9 heures ce matin. Merci donc de nous rejoindre. Cet événement spécial Serbie, ce direct aura lieu à partir de maintenant et jusqu'à 20h30 ce soir avec plusieurs événements, plusieurs rencontres les unes après les autres, 3 événements en direct et puis également des restitutions de rencontres comme vous pourrez le voir par la suite. Pour ce lancement officiel de la Nuit des idées en Serbie, nous avons l'honneur de compter sur la présence de M. Jean-Louis Falconi, ambassadeur de France en Serbie, pour une allocution d'ouverture. Je donnerai ensuite la parole à mes collègues Bertrand Millet, attaché de coopération, et Francky Dinga, attaché linguistique, que je remercie d'être avec nous, pour qu'ils présentent brièvement certains aspects du programme. Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous. Merci Catherine. Je ne pense pas que je sois parmi vous tous et tous nos auditeurs celui qui a nécessairement le plus d'idées, mais en tout cas, je vais accomplir mon devoir officiel qui est formellement de déclarer ouverte cette 6e Nuit des idées dans le monde, en Serbie. Alors, la Nuit des idées, comme vous l'avez dit, c'est un exercice qui existe depuis 6 ans, qui réunit 103 pays sur les 5 continents et dans 200 villes dans le monde. Évidemment, cette année, donc les autres années, si j'ose dire, il y a de toute façon des connexions qui font que, par le fait qu'une centaine d'ambassades de France dans le monde, des instituts français organisent chacun de leur côté des choses, fait qu'il y a une connexion, c'est-à-dire que nous sommes dans la situation où des gens dans le monde, ensemble, en même temps, peuvent partager ce débat d'idées. Cette année, la dimension supplémentaire, qui est malheureusement, j'allais dire, à la fois une opportunité et une contrainte, c'est que nous ne pouvons pas le faire en présentiel. Donc, je regrette que malheureusement, l'Institut de français de Serbie, qui peut nous accueillir, qui aurait pu créer un moment aussi de convivialité à cette occasion, ne soit pas en mesure de le faire. Mais en contrepartie, évidemment, on va avoir une espèce de symbiose beaucoup plus forte entre tous ceux qui pensent à travers la Nuit des idées dans le monde et à travers justement ces exercices numériques. Alors, dans le programme, je pense que Catherine Faudry vous le dira beaucoup mieux que moi, il y a des exercices justement sur le fait qu'on sera tous connectés sur certains sites, Paris, en liaison avec des programmes qui seront pour tout le monde. Et puis, il y aura des décrochements, et Catherine vient d'en parler. Moi, ce que je trouve intéressant dans la Nuit des idées, et j'avoue que je n'en connaissais pas l'historique, c'est cette manière de pouvoir créer un espèce de dialogue avec d'autres interlocuteurs. Alors, je le dis particulièrement pour moi qui suis ambassadeur, puisque l'idée, c'est quand même de dialoguer sur les grands enjeux du monde contemporain. Si vous me posez la question, moi, en tant qu'ambassadeur, dialoguer sur les grands enjeux du monde contemporain, ça veut dire concrètement les réunions de chefs d'État, les G7, les G5, les réunions des conseils européens, les Nations Unies, l'OSCE, enfin voilà, bon, chacun voit, comme on dit en français, midi à sa porte. Et en fait, ça fait réfléchir, parce qu'évidemment, ces endroits où des grands responsables politiques discutent des grands enjeux contemporains, en fait, c'est souvent l'aboutissement d'un long processus. Et puis, justement, c'est toujours un endroit où on réagit à chaud, de façon nécessaire. Mais, j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui se sont construites avant. Et donc, en fait, je trouve ça intéressant parce que beaucoup de choses se sont construites avant. Elles se sont construites à travers les sociétés, elles se sont construites à travers la société civile, elles se sont construites à travers les universités, les étudiants, les activistes. Et ce que les chefs d'État ont à gérer dans leurs mains comme ça, quand ils se retrouvent, quand on voit ces images internationales, c'est en fait une
l'aboutissement de tout ça qu'ils arrivent plus ou moins bien à canaliser, orienter, arbitrer parfois, etc. Donc, en fait, cette idée de pouvoir réunir en amont, si j'ose dire, ceux qui font les événements, nos sociétés, est une bonne idée. Et d'ailleurs, je signale que la France a créé en 2018, le président Macron, à la faveur de la commémoration des 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, un forum de la paix à Paris, qui se réunit désormais tous les 11 novembre de chaque année. 2020 a été sa 3e édition, en ligne, malheureusement, et c'est un forum qui réunit les chefs d'État, mais aussi des entreprises, des acteurs du monde économique, des jeunes, la société civile, et où il est poussé des projets qui sont inventés et récompensés, des projets qui sont inventés par la société civile pour justement essayer de faire bouger les lignes, donner de nouveaux éléments de gouvernance. Et c'est amusant parce que, bon, je trouve que c'est une bonne idée, enfin, d'abord, mais en fait, c'est intéressant de voir comment la Nuit des idées, qui en est à sa 6e édition, donc avant, a déjà conceptualisé cette idée qu'il fallait mettre ensemble en réseau tout ça. Alors, entre nous, ces choses-là ne se font pas qu'une fois par an, le jour de la Nuit des idées, heureusement. Il y a des organisations, des organismes qui sont faits pour le faire. Et d'ailleurs, je voudrais saluer de ce point de vue-là l'Institut français de Serbie, puisque c'est un peu le travail quotidien de l'Institut français de Serbie que, en Serbie, avec ses antennes de Novi Sad et de Niš, de pouvoir justement faciliter ces rencontres avec la société civile en Serbie, avec des artistes, des créateurs. Bon, les diplomates ont le droit d'y aller aussi, hein, mais essentiellement, c'est un domaine un peu différent. Et je voudrais d'ailleurs dire que cette Nuit des idées, si on peut dire, elle est en fin janvier de cette année. C'est le premier événement de ce qu'on pourrait appeler le 60, enfin, c'est le 70e anniversaire de la création de l'Institut français de Serbie cette année. L'Institut vous a réservé tout un programme de réjouissances qui s'étaleront tout au long de l'année, mais on peut dire que le premier événement de ces 70 ans, c'est cette Nuit des idées. Voilà. Alors, cette année, la thématique qui a été choisie, c'est la thématique proche, le mot proche. Alors ça vaut pour le monde entier. Bližnik en serbe, et proche, c'est-à-dire la proximité. Et en fait, ça se décline sous l'angle de nouvelle solidarité dans la Serbie, l'Europe et la France de demain. Vous allez être amené, et là, Bertrand Millet, Catherine Faudry et Franck Idinga vous en parleront de façon plus détaillée, justement, à décliner ce thème des nouvelles solidarités dans la Serbie, l'Europe et la France de demain, à travers 3 programmes. L'un qui développera le rendez-vous avec les rendez-vous en Europe, un autre qui sera effondrement et renaissance, et enfin un autre qui sera égalité face au numérique, et avec à chaque fois des gens, des intellectuels qui pourront apporter leur contribution au débat, stimuler les discussions. Donc moi, je dois dire que je vais laisser le débat se lancer, mais je voudrais peut-être juste livrer comme ça, puisque pour une fois, on me demande d'avoir des idées, alors je vais essayer. 2-3 mots sur les fameux 3 thèmes que je viens de citer. Rendez-vous en Europe. Bon, ça, je trouve que c'est vraiment... D'abord, je remercie Bertrand Millet et l'Institut français d'avoir organisé... C'est un élément d'un cycle hein, qui est organisé, qui a connu un premier exercice, je crois que c'était à l'automne dernier, enfin, ou en décembre, je ne me rappelle plus bien, Bertrand, avec le mouvement européen et tout ça. Bon, rendez-vous en Europe, moi, je dis très sincèrement, en Serbie, c'est très important. Depuis que je suis ici depuis 1 an, je constate que en Serbie, on a parfois trop l'impression que l'Europe est un monde de contraintes. Et je trouve que c'est malheureusement... bon, il se trouve que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 20 ans de ma vie. Donc, je trouve que évidemment, ça n'est pas le bon moyen de voir ça, parce que c'est prendre l'instrument par rapport à l'objectif. Donc, l'Europe, oui, bien sûr, ici, quand on en entend parler, c'est il faut faire la réforme de ceci, il faut faire la réforme de cela, donc, ah là là, l'Europe. Bon,
mais ce sont des réformes de toute façon nécessaires pour des sociétés démocratiques. Et l'Europe, ce n'est pas seulement des contraintes, c'est des opportunités. Donc, je l'ai vu, par exemple, dans certains domaines où la Serbie est extrêmement avancée, comme le système éducatif, où, en gros, pour résumer, quand on parle de chapitres de négociation, enfin, on parlait dans le passé de chapitres de négociation, quand on parle de l'enseignement supérieur, de la recherche, la Serbie est totalement intégrée dans l'espace européen. Et donc, l'Europe, c'est fait. C'est un monde de... Alors, certes, il faudra adhérer à l'Union européenne à la fin, et c'est l'objectif. Mais j'allais dire, l'Europe, c'est fait. Et quand on voit, c'est un monde d'opportunités parce qu'il y a de jeunes Serbes, des professeurs serbes, des étudiants serbes, des universités qui construisent ensemble des programmes à égalité avec d'autres universités en France, en Allemagne, dans d'autres pays. Je pense à la Sorbonne, par exemple. Et donc, c'est un monde d'échanges et d'opportunités. Il y a des Français qui viennent ici, il y a des Serbes qui vont dans les pays de l'Union européenne, et c'est comme ça. Je trouve que, enfin, ma vision des choses, c'est que c'est une opportunité parce qu'on s'ouvre au monde et on peut échanger, on peut apporter et recevoir. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que c'est un monde d'opportunités parce que l'Europe, c'est l'aboutissement d'une perspective démocratique. Très sincèrement, il y a un historique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fait de quoi l'Europe? C'est fait de la transformation de 6 pays qui avaient fait la guerre entre des pays qui se réunissent dans la paix. C'est la fin de la Grèce des colonels. C'est la fin du Portugal de Salazar. C'est la fin de l'Espagne de Franco. C'est la fin de la Pologne de Jaruzelski. C'est la fin de la Roumanie de Ceausescu. Voilà, c'est ça l'Europe. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous laisse juger. Mais enfin, on a aujourd'hui dans l'ensemble qu'on appelle l'Union européenne le résultat de ces pays une fois qu'ils sont passés à autre chose par rapport aux personnalités que j'ai citées. Et donc, je dois dire qu'ici, l'Europe, c'est un monde, une perspective démocratique, et c'est important de le présenter comme ça, plutôt qu'un monde de contraintes. Et je dois dire que nous avons des réunions régulières avec les autorités qui, aujourd'hui, et c'est le programme du gouvernement français, du gouvernement serbe, pardon, affirment leur engagement dans l'Union européenne et affirment leur volonté de faire ces réformes justement pour participer à ça. Donc sur l'Europe, voilà, je pense qu'il faut parler de l'Europe en Serbie, il faut parler positivement de l'Europe en Serbie, et tout ceci, je le soutiens. Sur les aspects numériques, j'avoue que là, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon ce paradoxe qu'à la fois le numérique, on l'a vu à travers cette époque de Covid, moi je ne suis pas un grand amateur de numérique en général, mais il se trouve que j'ai été obligé de faire comme tout le monde. Et donc, le numérique, c'est à la fois, je dois dire, un moyen de maintenir le contact, de rapprocher les gens dans ce monde de Covid et en même temps de les isoler. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, c'est un peu un lieu commun et j'espère que nos interlocuteurs sur ce sujet vont trouver des choses importante à dire. Dernier point, sur la question effondrement et renaissance, je trouve que c'est très intéressant comme sujet. Et alors, je livre une petite contribution personnelle, c'est qu'il se trouve que totalement par hasard, je suis en train de lire un livre, là, donc je vais faire un peu de publicité, qui s'appelle, c'est un livre d'un auteur américain qui s'appelle Jared Diamond, et qui s'appelle Bouleversement, et qui, en fait, a comme sous-titre « Les nations face aux crises et aux changements ». Et alors, c'est très intéressant parce que, bon, j'allais dire, c'est un universitaire, donc, mais il établit des critères. Alors ça, c'est un peu didactique, je trouve, mais en gros, il essaye de réfléchir de comment certaines sociétés ont subi un choc terrible et ont pu évoluer. Et comment chacun l'a fait à sa manière, doucement, rapidement, subissant un choc interne, subissant un choc exogène. Par exemple, comment l'Allemagne, d'un pays complètement à plat en 1945, est redevenue une grande puissance mondiale et démocratique, alors qu'il y a quand même eu une domination nazie en 1945. Donc c'est quand même intéressant de voir comment un pays comme ça a pu faire son évolution, comment ça s'est passé. Bon. On parle du Japon, qui était un monde totalement fermé, qui a subi de l'extérieur l'obligation d'une ouverture dans les années 1860, etc., et qui a décidé d'engager ce mouvement, qui s'appelle l'ère Meiji,
et qui, en réalité, nous apporte aujourd'hui le Japon contemporain, c'est-à-dire un mélange de grandes traditions et de choses complètement occidentales, si j'ose dire, et qui fonctionnent, et qui, là aussi, nous a donné la Xème puissance du monde. Enfin, une puissance du monde. Voilà. Et il cite le Chili avec les questions Pinochet, etc., Allende. Il cite des sociétés comme l'Indonésie, et je trouve ça très intéressant. Voilà. Et donc, comment, au niveau des nations, on peut tomber, puis remonter. Bon, voilà. Tout ça pour dire que c'était ma contribution à votre discussion. Donc, c'est une petite page de publicité. Et maintenant, bah, écoutez, je vais vous laisser discuter entre vous. Donc, je vais vous laisser présenter ces programmes de façon plus précisément, enfin, de façon plus précise. Et puis, je vais vous laisser. Voilà. Merci en tout cas. Et bon courage. Voilà. Un grand merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour ces mots d'ouverture et pour cette mise en perspective, effectivement, de la Nuit des idées en Serbie, qui donc a pour but aujourd'hui d'illustrer les trois grandes thématiques que nous allons développer, que l'Institut français de Serbie développera tout au long de l'année et a commencé déjà à développer dès la fin de l'année dernière. Donc ces trois grands cycles que je reprends effectivement, qui sont d'une part Rendez-vous en Europe, qui est organisé en partenariat avec le mouvement européen de Serbie et le mouvement européen de France. Bertrand en parlera tout de suite. L'égalité, le deuxième cycle, c'est l'égalité face au numérique, la question de l'égalité femmes-hommes et également la question de la diversité face au numérique. Et puis enfin, effondrement et renaissance, comme vous le disiez, et cette mise en perspective est précieuse. Cette nuit des idées, donc, elle a pour but de réfléchir de façon, avec une optique également européenne, sur le plan des valeurs et sur le plan de l'intelligence collective, à l'ensemble de ces thématiques. Et nous sommes heureux d'avoir pu l'organiser avec nos partenaires. C'est aussi, donc c'est quelque chose qui se déroulera tout au long de l'année ensuite. Elle va se dérouler donc avec des moments en direct, 3 moments en direct, et puis des restitutions de rencontres qui ont déjà eu lieu également sur ces thématiques, et puis quelques intermèdes artistiques qui sont des clips qui sont inspirés par la France et qui nous montrent des œuvres des artistes serbes de Serbie, avec 4 grandes institutions de Serbie, des musées, qui mettent en lumière des œuvres d'artistes inspirés par la France. Tout de suite, je vais demander donc à Bertrand Millet, attaché de coopération ici en Serbie, de bien vouloir nous parler un petit peu de comment s'est conçue cette thématique Rendez-vous en Europe. Bertrand, c'est à vous. Bonjour Catherine et bonjour à tous et à toutes. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur et merci pour vos mots d'ouverture et particulièrement sur ces mots européens. Je partage totalement bien sûr votre analyse sur le fait que l'Europe de la fin de Jaruzelski n'est pas forcément, est sans doute plus enthousiasmante en tout cas que l'Europe des contraintes administratives qui certes sont difficiles pour tout le monde mais nécessaires pour travailler en ordre. Ce rendez-vous vers l'Union européenne, conçu donc avec le mouvement européen de Serbie et le mouvement européen de France, le point de départ est une réflexion au sein de l'ambassade et puis de l'Institut français en Serbie sur l'idée de rapprocher, on est en plein dans cette thématique de la nuit des idées, rapprocher les penseurs, les chercheurs, les personnes qui travaillent sur les questions européennes en France et en Serbie pour mieux se connaître. Le point de départ, c'était vraiment ça. Et on s'est dit que la meilleure manière de se rapprocher, sans doute, était d'échanger sur des thématiques sur lesquelles, des deux côtés, on dispute et on réfléchit beaucoup, qu'il s'agisse en Serbie de penser l'intégration de la Serbie dans l'Union européenne et du côté français de penser l'élargissement de l'Union européenne, ce qui, au-delà des mots, n'est pas tout à fait la même manière de penser les choses, forcément. Donc, on a conçu cela comme un cycle. On a effectivement démarré un petit peu avant la Nuit des idées, puisque c'était le 9 décembre dernier qu'a eu lieu les 2 premiers débats entre le mouvement européen de France et le mouvement européen de Serbie, qui portaient alors sur justement ces questions de nouvelles méthodes de l'élargissement, qui est une approche
largement défendue par la France notamment, mais qui était une réflexion aussi au sein de l'Union européenne sur comment pouvait-on améliorer les choses en matière de processus d'élargissement et penser notamment la manière de rendre compte aux citoyens et d'expliquer aux citoyens déjà dans l'Union européenne, comme ceux qui vont nous rejoindre, quels sont les bienfaits et l'intérêt qu'ils peuvent avoir de cet élargissement. La deuxième thématique était sur la politique étrangère et de sécurité commune au niveau de l'Union européenne et le fait qu'on demande à des pays qui sont candidats à l'intégration européenne de se rapprocher des positions en matière extérieure de l'Union européenne et comment cela se passait en Serbie, qui a une histoire aussi spécifique, qui a un positionnement géopolitique qui lui est particulier, etc. Et de voir comment ces choses pouvaient se faire. Et je dirais que ce premier échange pilote nous a donné envie d'aller plus loin, évidemment, et de poursuivre l'effort. Pas seulement parce que je crois qu'il y a eu quelque chose comme 600 personnes qui ont suivi ce débat en ligne sur les questions européennes. Je vous avoue qu'en 15 ans de travail sur les questions européennes, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir autant de personnes qui s'intéressent au sujet. Donc, j'en suis ravi. Et par ailleurs, c'était aussi d'approfondir, d'aller un petit peu plus loin sur des thématiques plus complexes. Donc vous verrez tout à l'heure, en fait, un petit message enregistré, et je la remercie infiniment pour cela, par Snezana Kovac, qui est la secrétaire générale du mouvement européen de Serbie. Vous avez également en ligne sur les sites et Facebook de l'Institut, de l'ambassade, du mouvement européen, etc., le compte-rendu des premiers échanges que nous avions eus en décembre dernier. Et on espère que ce petit aperçu des rendez-vous vers l'Union européenne vous donneront envie de nous suivre sur les prochains rendez-vous que nous organiserons tout au long de l'année. J'ajoute juste une petite chose en plus sur ces différents cycles et pour ce 70e anniversaire de l'Institut français de Serbie, dont on est tous ravis bien sûr. Ces rendez-vous vers l'Union européenne sont aussi dans un cadre de valorisation bien évidemment des échanges qu'il peut y avoir entre la France et la Serbie, notamment en matière de think tank et de réflexion dans le domaine des sciences humaines, d'histoire, etc. Et que vous aurez également tout à l'heure en ligne un message de notre ami de l'Institut de philosophie et théorie sociale qui a organisé un colloque en décembre dernier, fin décembre dernier, donc c'était un peu compliqué de le suivre, sur Pierre Bourdieu, qui était le sujet de sa thèse. Et ITSA avait bénéficié d'une aide du gouvernement français pour aller étudier en France, et je dirais que c'est quelque chose de très positif de ce point de vue-là, puisque de retour en Serbie, il organise des choses qui créent le lien entre la France et la Serbie, également entre penseurs et intellectuels. Et dans cette année particulière du 70e anniversaire de l'Institut français de Serbie, vous aurez aussi quelques petites touches comme ça qui viendront promouvoir cette coopération au long cours, puisque depuis 70 ans. Voilà, j'ai sans doute dû être un petit peu trop long. Pardon Catherine, et merci à Vesna Conchar, l'interprète. Merci Bertrand. Un grand merci pour cette présentation, y compris de Pierre Bourdieu, cette rencontre autour de Pierre Bourdieu, qui évidemment est un moment qui illustre parfaitement cette thématique proche et sa déclinaison serbe, qui est donc la question des nouvelles solidarités. Je vais vous dire un tout petit mot de la rencontre et du cycle de travail autour de l'égalité face au numérique, puisque évidemment, aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, qui est évidemment renforcé, comme vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, par la situation actuelle, il me paraît indispensable de pointer la question de la place des femmes et de la place des diversités dans les réseaux sociaux, mais également dans tous les outils numériques que nous utilisons, que ce soit l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche, les jeux vidéo ou autres outils donc, du numérique que nous utilisons au quotidien. C'est une façon, évidemment, d'interroger pour nous l'invisibilisation de la place des femmes et les violences symboliques qu'elles subissent à travers ces outils. Mais c'est aussi une façon de trouver les voies vers une meilleure représentation et de mettre en lumière les succès qui existent déjà en la matière. Bon, on sait les campagnes MeToo et d'autres campagnes qui existent à travers les réseaux sociaux, qui sont évidemment la face émergée de l'iceberg.
Mais on a évidemment des succès qui existent dans des applications numériques ou dans le domaine des jeux vidéo, des nouveaux médias, des rencontres et des initiatives qui sont portées par des collectifs féministes, des collectifs queer, des collectifs afro-féministes même, en France, en Europe et aussi en Serbie. Et c'est important de leur faire une place et de montrer ce qui est d'ores et déjà à l'œuvre. Ces initiatives, pour nous, elles sont innovantes, elles sont inspirantes pour le développement de la diversité des genres dans le domaine du numérique et d'une façon générale dans nos sociétés contemporaines. Et donc, ce sujet sera décliné aujourd'hui de deux façons. D'une part, une restitution de la première rencontre qui a eu lieu le 25 novembre dernier à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, une rencontre organisée justement sur Internet pour tous. Est-ce que l'Internet est pour toutes et tous, que nous avons organisée avec l'association BFM. Donc on aura à 17h45 une restitution courte de cette rencontre, mais qui donnera un peu les grandes lignes de ce qui s'est dit à ce moment-là. Mais déjà, et cet après-midi à 16h30, une rencontre donc plus spécifique et en direct autour de la question de la place des femmes dans le jeu vidéo en Serbie et en France. Et c'est un sujet que nous traitons avec la Serbian Games Association, dont nous sommes ravis d'avoir le partenariat, puisque dans les chiffres que donne cette association des jeux vidéo en Serbie, par exemple, la place des femmes dans le jeu vidéo, dans le secteur du jeu vidéo en Serbie, est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est ailleurs en Europe. Donc c'est assez significatif et on verra si la Serbie peut, par exemple, être un exemple non seulement dans la dynamique du secteur des jeux vidéo, mais spécifiquement sur cette question de la place des femmes. Et voilà, je passe maintenant la parole à Frankie Dinga, que je remercie et à qui je demanderai de bien vouloir évoquer un peu plus avant le cycle effondrement et renaissance. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le cycle de conférences Effondrement et Renaissance a commencé l'année dernière. Ces conférences permettent de décrypter le monde contemporain à travers des thèmes historiques. Ce cycle est conduit par Florian Herbert, qui est professeur d'histoire à l'École française de Belgrade, et par Lucien Grillet, qui est professeur d'histoire au lycée Léopold Senghor à Évreux et également à l'Université de Rouen. Dans le cadre de ce cycle, donc Effondrement et Renaissance, Lucien Grillet avait par exemple évoqué en novembre dernier un thème très sensible, celui de la laïcité. Aujourd'hui, il va revisiter pour nous l'affaire Dreyfus et ses résonances contemporaines. Donc, je vais maintenant, avec grand plaisir, laisser la parole à Lucien Grillet. Merci beaucoup. Zdravo, bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir contribuer à cette nuit des idées si particulière cette année. Je remercie chaleureusement les organisateurs pour leur invitation. Alors, dans le sillage des réflexions qui ont été évoquées, encouragées donc par l'Institut culturel sur ce cycle de conférences Effondrement et Renaissance, je vous propose aujourd'hui de revenir sur un moment de l'histoire de France qui a eu des résonances à long terme en France et hors de France. Il s'agit de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est un objet d'histoire aux nombreuses ramifications. On peut aborder l'affaire Dreyfus par l'histoire des individus, tous plus romanesques les uns que les autres. Déjà, à l'époque, au XIXe siècle, les contemporains de l'affaire avaient l'impression d'être et de vivre un véritable roman feuilleton, avec des personnages hauts en couleur,
est bien reconnaissable. Dreyfus, le capitaine, la victime, Zola, Émile Zola, l'intellectuel engagé, Drummond, le polémiste, journaliste, antisémite, Esterhazy, un autre militaire, le coupable, et bien d'autres personnalités qui ressortaient très facilement, par exemple dans la presse. Alors, on peut aussi aborder l'affaire Dreyfus par l'histoire des médias, par l'histoire sociale, par l'histoire politique, l'histoire culturelle, ou même d'un point de vue militaire. Alors, certains parallèles seraient presque troublants entre cette affaire et des situations que nous vivons, et peut-être pouvons-nous apprendre des choses sur nos sociétés en nous penchant sur cette terrible affaire, cette affaire qui a, entre 1894 et 1906, transformé des vies, divisé la société et réorienté la vie politique française. Alors, revenons un instant sur le titre de cette intervention. D'abord, qui était le capitaine Dreyfus? Alors, Alfred Dreyfus est originaire d'Alsace, en France, mais c'est une région qu'il quitte car elle est annexée par l'Empire allemand en 1871. Au moment où Alfred Dreyfus est arrêté, il est marié, il est père de 2 enfants. Alors, il est issu d'une famille de confession juive. Il n'est pas particulièrement pratiquant. Pour ses études, il a fait Polytechnique, une école très prestigieuse en France, une école militaire. Et en 1894, Alfred Dreyfus sort de l'école supérieure de guerre avec le grade de capitaine. Pour achever sa formation, il doit effectuer des stages auprès de 4 sections de l'armée française. L'artillerie, l'infanterie, la cavalerie et ce que l'on appelle le 4e bureau, c'est-à-dire le bureau du renseignement en charge de l'espionnage et du contre-espionnage. La vie d'Alfred Dreyfus bascule le 15 octobre 1894, puisque alors qu'il est stagiaire à la section statistique, la section statistique, c'est un autre nom du service du contre-espionnage en France, le capitaine est arrêté sans qu'on lui dise quelle charge pesait contre lui. Très vite, en quelques semaines, il est traduit devant un tribunal militaire, condamné pour trahison, dégradé en public, puis déporté sur l'île du Diable, de l'autre côté de l'Atlantique, au large de la Guyane française. Parallèlement à son arrestation et à son jugement, son nom apparaît très vite dans la presse, avec des détails totalement inventés. Alors, pourquoi parle-t-on d'affaire Dreyfus? On parle d'affaire Dreyfus car, d'abord, Dreyfus est innocent. Sa condamnation a mis à jour toute une série de dysfonctionnements dans plusieurs institutions, des institutions surtout militaires, mais aussi politiques en France. Elle a aussi mis en place des mécanismes dans la société française, entre les Français. On pourrait parler d'affaires au pluriel, les affaires Dreyfus, car le capitaine Dreyfus se trouve être la victime d'une affaire d'espionnage, d'une affaire judiciaire, qui devient une affaire médiatique et une affaire politique. Alors effectivement, des officiers sans scrupules essaient de persuader l'opinion publique de la culpabilité de Dreyfus, que cette culpabilité ne fait aucun doute, et ils font cela en utilisant des fausses pièces, notamment pendant son procès. D'un autre côté, on parle d'affaires aussi parce que des citoyens, des personnalités s'engagent et veulent rendre public ce qu'ils apprennent de cette affaire. Ils veulent un second procès et que Dreyfus soit innocenté.
Ceci est d'autant plus difficile pour eux que assez rapidement, l'identité du véritable coupable, un officier qui a qui a essayé de vendre des renseignements à l'Allemagne, cet officier est connu. Donc on sait qu'il y a un vrai coupable et que Dreyfus est innocent. Alors dans cette affaire, de très nombreux acteurs, français ou pas d'ailleurs, sont impliqués. Dans l'armée, d'abord, les officiers du 4e bureau, comme je vous disais, le 4e bureau, donc qui s'occupe de l'espionnage et du contre-espionnage, notamment le colonel Picard, dont nous reparlerons, mais d'autres membres de l'armée sont impliqués, plusieurs généraux et le ministre de la guerre lui-même. Parmi les acteurs, il y a également la famille Dreyfus, Lucie, son épouse, Mathieu, son frère aîné, qui vont s'engager pour qu'éclate la vérité. De nombreuses personnalités dans le milieu de la culture vont s'engager. Émile Zola est le plus connu, l'écrivain Émile Zola. Bernard Lazare est beaucoup moins connu, c'est également un écrivain. Charles Péguy, mais bien d'autres. Dans le milieu politique, là aussi on s'engage. Georges Clemenceau, Joseph Reynac, Jean Jaurès. Peu à peu, presque tous les députés et l'ensemble des partis politiques, des institutions et le gouvernement et le président de la République lui-même s'impliquent ou sont engagés dans cette affaire. Cette affaire se passe dans un théâtre qui est la presse, l'opinion publique. Et toute la France se sent concernée et suit ce qu'il se passe pendant les années pendant lesquelles cette affaire se déroule. À Paris, mais aussi dans le reste de la France. Un procès, par exemple, aura lieu à Rennes. On en reparlera rapidement. L'opinion, assez vite, se divise en deux camps. Les Dreyfusards, qui pensent que Dreyfus est innocent, et les anti-Dreyfusards, qui, au contraire, pensent qu'il est coupable. Alors, cette affaire, elle commence le 15 octobre 1894. C'est un dimanche. C'est le moment où le capitaine Alfred Dreyfus est arrêté. Nous verrons comment un petit peu plus loin. Accusé de trahison, d'avoir remis des documents à l'ambassade d'Allemagne à Paris, il apprend que plus tard, pourquoi il a été arrêté. Presque immédiatement, il y a des fuites dans la presse. Son nom est associé au fait qu'il est juif. Et là, une campagne antisémite se déchaîne. Effectivement, la nouvelle de l'arrestation de Dreyfus est publiée dans la presse 15 jours après son arrestation, le 31 octobre 1894, avant même son procès. Et il est présenté comme le traître, et donc comme coupable, ce qui lance une première vague de réactions nationalistes et antisémites. L'affaire prend ensuite un autre tournant, un tournant décisif, avec la publication de l'article de presse d'Émile Zola, qui est intitulé « J'accuse ». Cet article est publié en janvier 1898. Alors, si on sait à peu près, on sait très bien, quand commence cette affaire, il est plus délicat de donner une date qui marque la fin de l'affaire Dreyfus. Charles Péguy, par exemple, a écrit à ce sujet, je cite, « Plus cette affaire est finie, plus il devient évident qu'elle ne finira jamais. » Effectivement, plusieurs dates peuvent marquer la fin de l'affaire. On peut retenir 1899, donc presque 5 ans après l'arrestation de Dreyfus. En 1899, Dreyfus est condamné une seconde fois, mais avec circonstances atténuantes. Et peu de temps après, il est gracié par le président de la République. Mais en général, quand on parle de l'affaire Dreyfus, on dit qu'elle se termine en 1906, lorsque le capitaine est réintégré dans l'armée et réhabilité. Alors, ce que l'on appelle cette affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus se déroule dans les années 1890, dans un contexte de crise en France.
Effectivement, il faut remonter en arrière, mettre l'affaire dans son contexte de l'époque. Lorsque la Troisième République est créée, en 1870, la France est en guerre contre la Prusse. Et le régime précédent, le régime de Napoléon III, s'est effondré. Il y a toute une série de moments de tension en France entre ce qu'on va appeler les conservateurs, nostalgiques de la monarchie, et puis les républicains. Non seulement il y a ces tensions-là, mais il y a des tensions nationalistes parce que la France perd la guerre contre la Prusse en 1870-1871 et la Nouvelle-Allemagne, l'Empire allemand, annexe l'Alsace et la Moselle, deux territoires français. Donc dans ce contexte, l'armée apparaît à tous en France comme le garant de l'ordre et comme le moyen de reconquérir ces territoires. Donc, l'armée peut redonner sa puissance à la France. L'armée est donc une institution, pour ainsi dire, intouchable dans la société française. Alors, s'il est vrai que le régime républicain se consolide entre 1870 et 1881, je dis 1881 parce qu'en France, c'est une date qu'on connaît bien comme étant les lois pour l'école républicaine qui ont permis d'enraciner la République. Mais en revanche, après ces 10 années d'enracinement de la République, plusieurs crises politiques déstabilisent les gouvernements républicains et donc c'est ce qui va expliquer les tensions de l'affaire Dreyfus. On peut retenir deux crises principales qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit pour comprendre les tensions le niveau de tension qu'il y aura en France pendant l'affaire Dreyfus. La première crise, c'est une crise qu'on appelle la crise du boulangisme. C'est en 1886, entre 1886 et 1889. Cette crise, c'est le fait que le général Boulanger, qui était ministre de la guerre, était républicain, nationaliste, il laissait penser qu'il pourrait renverser la République. Parce que beaucoup de citoyens trouvaient la République trop faible, notamment par rapport à l'Allemagne. La deuxième crise qui marque le début des années 1890, c'est un scandale financier lié à la construction du canal de Panama. Et cette crise éclate en 1892. C'est un scandale financier qui a des répercussions politiques. Donc, dans les années 1890, on est dans un contexte de crise, et aux yeux des nationalistes français, les cadres de la société, l'Église, l'armée, les institutions politiques, sont soit menacés, soit corrompus. Pour ces personnes, la France connaît une crise morale. Et ce qui est révélateur, ce sont les tensions entre les républicains et l'Église, par exemple. C'est une crise, donc, pour ceux qui regrettent la présence de cadres religieux et de cadres moraux, entre guillemets, alors que le mouvement anarchiste, par exemple, le mouvement anarchiste se développe dans les années 1890. Effectivement, en 1893 et 1894, il y a des attentats au sein des institutions de la République contre l'Assemblée nationale, mais également au début de 1894, un anarchiste italien assassine le président de la République, Sadi Carnot. On voit que donc la société française se trouve face à une situation de crise multiple, extrêmement grave, et que l'affaire Dreyfus va en quelque sorte mettre le feu aux poudres et révéler un certain nombre de comportements. Il y a un climat qui est à la fois nationaliste, anti-parlementaire, xénophobe et antisémite.
quand paraît la nouvelle qu'un traître a été arrêté, que ce traître fait partie de l'armée et qu'il est juif, à ce moment-là, on a toute une série tout un enchaînement de violences verbales, mais aussi parfois violences physiques. Ces violences vont parfois remettre en cause l'équilibre de la démocratie en France. Il se trouve que tout ceci se passe dans un contexte où, à la fin du 19e siècle, donc, la presse de grand public connaît un grand développement. On parle de presse de masse, de médias de masse déjà. L'opinion publique française a accès à une presse très facilement. Et cette presse veut plaire à son public. Et les opinions des journaux sont donc souvent très tranchées et alimentent en fait les oppositions dans la société. Alors, pour me conformer au titre des cycles de conférences qui ont été évoqués avant moi, effondrement et renaissance, je vous propose d'envisager l'affaire Dreyfus comme un moment d'effondrement des repères de la République, puis comme un rebond pour rétablir les principes du fonctionnement démocratique de la société française. Voilà. Nous tâcherons donc d'abord d'expliquer en quoi cette affaire a été un effondrement, et je vous propose tout de suite de revenir sur les événements qui ont marqué la vie d'Alfred Dreyfus et qui l'ont mis au centre de ce qui porte toujours son nom, cette fameuse affaire Dreyfus. Je vous le disais, Alfred Dreyfus est né en Alsace, et donc pour certains militaires à Paris, il est suspect parce qu'il est presque étranger. Il est patriote pourtant, vu ses études, sa volonté de faire l'école polytechnique, par exemple, puis l'école de guerre. Encore une fois, à la fin du 19e siècle, faire ses études quand on est de confession juive, c'est très difficile, parce qu'il y a eu toute une campagne dans la presse pour empêcher que des juifs n'accèdent à des positions clés dans l'armée en particulier. D'ailleurs, Dreyfus a, pendant ses stages, dû se défendre plusieurs fois et demander à des officiers pourquoi il lui avait donné des mauvaises notes. C'est arrivé à une occasion qu'il ait une note qui était complètement en décalage avec le reste de ses notations. Et il se doutait bien que c'était parce qu'il était juif et pas parce qu'il avait démérité. Alors, la première affaire qui nous concerne, c'est l'affaire judiciaire. L'affaire judiciaire, c'est donc l'arrestation de Dreyfus, le procès militaire qui connaît une procédure accélérée, et puis ensuite la déportation de Dreyfus en Guyane. Je voudrais revenir sur le moment de l'arrestation, parce que pour beaucoup de personnes qui vont petit à petit découvrir l'affaire Dreyfus, c'est un moment qui montre à quel point l'accusation était mal fondée. Alfred Dreyfus est convoqué un dimanche soir à l'état-major et on lui demande de venir, je cite, en tenue bourgeoise, c'est-à-dire en civil, pas avec son uniforme. C'est déjà un signe qui l'inquiétait, il se demandait ce qui se passait. Quand on l'accueille à l'état-major, on lui demande de s'asseoir à un bureau et on lui dicte une lettre. En fait, il s'agit d'un piège. Les personnes qui sont convaincues qu'il est coupable attendent qu'il tremble pour pouvoir, en quelque sorte, lui montrer qu'ils l'ont démasqué. Effectivement, Dreyfus tremble, et quand on lui demande pourquoi il tremble, il dit qu'il a froid. Mais on lui répond qu'il s'est trahi, il est immédiatement arrêté. On lui a laissé quelques instants
à ce bureau avec une arme chargée pour lui laisser la possibilité de se suicider. Lui, en revanche, ne comprend absolument pas ce qui lui arrive et on ne lui dit rien jusqu'à ce que son procès se déroule, ce qui est une procédure irrégulière. Le procès a lieu à huis clos. À huis clos, c'est-à-dire que personne n'est autorisé, il n'y a pas de public dans la salle. Non seulement cela, mais l'avocat de Dreyfus et Dreyfus n'ont pas accès à un certain nombre de pièces. Et donc, à un certain moment, pendant le procès, le jury, pourtant constitué de militaires, hésite à prononcer la condamnation de Dreyfus. C'est à ce moment que certains officiers produisent des pièces qu'ils inventent, qu'ils ont fabriquées de toutes pièces. S'ensuit donc la condamnation du capitaine à être déporté à vie, une décision inédite. Peu de temps avant, la peine de mort avait été abolie pour ce genre de crime, mais des députés nationalistes auraient souhaité rétablir la peine de mort pour Alfred Dreyfus. La sidération de Dreyfus et de ses proches est totale. Alfred Dreyfus doit attendre son procès pour comprendre de quoi on l'accuse. Son avocat souligne les vices de procédure et les exceptions dont Dreyfus est la victime. De son côté, Dreyfus se trouve isolé, il ne peut parler à personne, et quand il va être déporté au Bagne, en Guyane, il va être seul, son incarcération se fait dans des conditions inhumaines, et son état psychologique est parfois extrêmement préoccupant. Sa situation, quand il sera déporté, sera minimisée par la presse antisémite. On trouve des titres de ce genre, Dreyfus en villégiature, comme si Dreyfus était en vacances. Son courrier est retardé systématiquement, il est censuré, il est découpé. Parfois, on lui met les fers aux pieds la nuit dans son lit. Voilà, derrière cette arrestation et puis le traitement de Dreyfus, il y a dans la famille d'Alfred Dreyfus une enquête, un travail qui est fait pour essayer de proclamer la vérité et l'innocence de Dreyfus. Pourtant, certaines autorités ont agi au nom de valeurs qui sont contraires à la République. On peut parler, dans ce cas-là, effectivement d'un effondrement de la mise en parenthèse du droit républicain pour couvrir les décisions et les accusations qui ont été émises contre Dreyfus. Les fuites dans la presse, par exemple, sont le fait de militaires qui ont eux-mêmes dit à la presse qu'il y avait un traître, qu'il était juif, et ensuite ils ont donné son nom. Tout cela avant le procès. En fait, pour l'institution militaire, de l'état-major en particulier, et du 4e bureau, il s'agit de se couvrir. Une fois qu'il y a eu un premier mensonge, chacun, quand il va être au courant que la situation est remise en cause par les Dreyfusards, chacun donc va essayer de se couvrir et d'empêcher que l'on revienne sur le procès de Dreyfus. Pourtant, donc Esterhazy, pourtant il y a un coupable, et ce coupable, c'est un officier qui a une vie dissolue, qui est endetté, et c'est le lieutenant Esterhazy, et lui-même sera mis en procès, mais ce procès ne débouche pas sur sa mise en examen, parce que la justice militaire considérera que si elle reconnaît Esterhazy coupable, cela veut dire que Dreyfus est innocent. Or, il est inadmissible, il est hors de question pour un certain nombre d'officiers et l'état-major de reconnaître
que Dreyfus a pu être victime d'une erreur judiciaire. Pendant ces premiers mois de l'affaire Dreyfus, et jusqu'au second procès de Dreyfus en 1899, plusieurs responsables politiques sont dans l'embarras. Ils sont embarrassés parce qu'ils apprennent des choses sur l'affaire Dreyfus, mais ils n'osent pas s'engager pour des raisons d'abord politiques, mais aussi pour leur image personnelle. Dans la société française, on suit le développement de l'affaire et on voit un accompagnement de cet effondrement démocratique parce que d'abord la presse se déchaîne contre Dreyfus, même la presse qui n'est pas antisémite comme Le Figaro par exemple, n'hésite pas, en tout cas au début, à mettre en avant le fait que Dreyfus soit juif, donc il est coupable. Les articles de presse de l'époque ne reposent pas sur des sources, il n'y a pas de travail de journalisme, ce sont des rumeurs qui sont ensuite déguisées par des écrivains, par des polémistes comme Édouard Drummond, que l'on appelle le pape de l'antisémitisme. Et les articles cherchent plus à faire scandale qu'à informer la population. Par exemple, je vais vous citer deux journaux qui étaient très populaires pendant l'affaire Dreyfus, L'Intransigeant et La Libre Parole. Voilà, ce sont des journaux qui tirent à plus de 300 000 exemplaires régulièrement et qui influencent l'opinion publique. À un moment où on lit la presse, à la fin du 19e siècle, on achète souvent un journal qu'on partage avec sa famille, avec ses amis, qu'on lit au café par exemple. Alors, il y a des développements particulièrement importants comme la mutation de l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme existe avant l'affaire Dreyfus, mais pendant l'affaire Dreyfus, il va se fixer, comme on va le voir un petit peu plus tard. Les attaques dans la presse visent Dreyfus dans un premier temps, mais aussi sa famille, qui essaye de défendre Dreyfus, et enfin les intellectuels, les personnes qui essayent de défendre Dreyfus. Par exemple, il y a des insultes contre les protestants, parce qu'effectivement, certains, comme par exemple le président du Sénat, Scheurer-Kester, s'engage auprès de Dreyfus et un de ses amis est traité de huguenot, allié aux calvinistes de pure race. Donc le climat de l'opinion publique est particulièrement tendu. Je peux vous citer quelques passages de la presse de l'époque. Par exemple, La Libre Parole, qui appartient à Édouard Drummond, cet antisémite, a comme sous-titre de ce journal, c'est « La France aux Français », par exemple. Une autre citation, c'est « Celui-ci, dans sa qualité de juif, ayant de puissantes relations dans la politique, a toujours été particulièrement protégé. » Vous voyez, il y a cette accusation que les juifs ont des passe-droits, parviennent à des places de pouvoir par leurs relations. Toutes ces phrases pourraient d'ailleurs se lire dans la presse, dans une certaine presse, ou se lire dans certains médias de nos jours. Toutes sont, ici on est directement dans les conséquences de l'affaire Dreyfus. Alors la violence n'est pas que dans les propos. Les violences contre les Dreyfusards s'accroissent pendant l'affaire Dreyfus, notamment pendant les procès de Esterhazy en janvier 1898 et d'Émile Zola en janvier et février 1898. Les bris de vitre des boutiques sont fréquents un peu partout en France.
Les manifestations contre des journaux, par exemple, sont régulières. Les insultes personnelles, les insultes antisémites, les insultes xénophobes sont monnaie courante. D'ailleurs, plus grave, Émile Zola, par exemple, a échappé plusieurs fois à des agressions en sortant du tribunal pendant son procès. D'autres Dreyfusards ou groupes associés à la cause de Dreyfus sont visés par les attaques des anti-Dreyfusards. C'est le cas des avocats de Dreyfus. Ils sont visés soit parce qu'ils sont accusés de faire partie d'un syndicat juif, ou bien, eh bien il y a une tentative d'assassinat en 1899 contre l'avocat de Dreyfus. Les tensions sont à toutes les échelles, soit elles sont entre les personnes qui sont concernées par l'affaire, ou bien au sein de la société. Et on retrouve un réflexe en cette fin de 19e siècle, c'est le réflexe du duel. On se provoque en duel pour régler l'honneur, pour essayer de sauver son honneur quand on a été insulté. Alors, on le voit avec cette première partie sur cet effondrement des repères démocratiques, la société est très fortement ébranlée par l'affaire. Et cet effondrement des repères démocratiques a été un signe pour beaucoup de citoyens qu'il fallait qu'ils s'engagent dans la vie politique, culturelle, pour éviter justement un effondrement total de la République. Donc maintenant, je voudrais vous montrer comment il y a eu des réactions dans la société française. Les défenseurs de Dreyfus ont contribué à une sorte de renaissance des valeurs de la République. Alors, qui sont ces acteurs? D'abord, la mobilisation s'est faite autour de la famille Dreyfus en 1894. Lucie et Mathieu Dreyfus. Lucie Dreyfus, c'est l'épouse d'Alfred Dreyfus, et Mathieu Dreyfus, c'est son frère. Ils sont très seuls au début et ils essayent d'alerter la hiérarchie militaire, puis des personnalités pour avoir de l'aide et se faire entendre. En 1895, ils sont contactés par un écrivain et un journaliste du sud de la France, Bernard Lazare. C'est le premier auteur qui s'engage de lui-même auprès de la famille Dreyfus. Il écrit d'ailleurs en 1895 un ouvrage qui intitule « Une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus ». Et il essaye donc de convaincre l'opinion. La famille cherche également à convaincre d'autres personnalités, et en particulier Émile Zola. Dans un premier temps, Émile Zola refuse de s'impliquer. Il a peur pour son image, il a peur de s'engager, et il a peur des réactions qu'il voit dans la société. Dans un second temps, il est mis au courant par d'autres personnes que la famille Dreyfus, et là, son engagement va être total, et il va permettre de faire basculer l'affaire Dreyfus pour la libération de Dreyfus. Son engagement, ce qui illustre le mieux son engagement, c'est un article de presse qui est très connu, J'accuse, qui est paru dans le journal L'Aurore, le 13 janvier 1898. Dans cet article, il réexplique l'affaire, parce qu'on voit bien que l'opinion publique était mal informée sur l'affaire Dreyfus et croyait l'armée plutôt que n'importe qui d'autre. Il s'agissait donc pour Zola de faire passer la vérité, et comme il l'écrit lui-même, la vérité est en marche à partir du moment où il donne les noms des personnes qui ont couvert le véritable coupable et ceux qui ont accusé Dreyfus à tort. Cette publication entraîne le procès de Zola. Et c'est précisément ce qu'il cherchait, à être présent sur la place publique pour que les personnalités qui avaient empêché
la vérité d'être connue soit montrée du doigt et que l'on voit les contradictions sur la place publique. Or, pendant le procès d'Émile Zola, il y a d'autres révélations qui viennent montrer que l'affaire Dreyfus est une erreur judiciaire. Il s'agit des révélations du lieutenant-colonel Picard qui vont mettre l'armée dans l'embarras. Alors, le lieutenant-colonel Picard est un officier de renseignement. Il est lui-même antisémite. Il n'a aucune sympathie pour Alfred Dreyfus. En revanche, il se rend compte, en devenant chef du 4e bureau, il se rend compte que des pièces continuent à arriver à l'ambassade d'Allemagne après l'arrestation de Dreyfus. Ça lui met la puce à l'oreille, comme on dit en français, et d'une recherche à une autre, il se rend compte qu'il y a un vrai traître, le lieutenant Esterhazy, et que Dreyfus est donc victime d'une erreur, et surtout victime de l'antisémitisme des hauts officiers de l'armée. Picard va donc essayer d'alerter sa hiérarchie, mais on lui commande le silence. Pire, on le mute en Afrique dans des missions de plus en plus périlleuses. À un moment, il n'a plus le choix, il doit lui aussi s'engager, c'est-à-dire parler pendant le procès Zola, au risque d'être mis en prison. Et effectivement, Picard fait quasiment 1 an de prison pour avoir parlé de l'affaire Dreyfus. Picard incarne la figure du héros pour les Dreyfusards, mais n'oublions pas qu'il s'est engagé surtout pour ses intérêts personnels et pour laver l'honneur de l'armée. Alors, la mobilisation que je viens d'esquisser, la mobilisation de Zola, celle de Picard, commence à avoir des succès en 1898, mais cela prend du temps. Malgré la condamnation de Zola et l'acquittement d'Esterhazy, il y a un 2e procès Dreyfus en 1899. Les tensions sont si fortes que le procès n'a pas lieu à Paris, mais à Rennes, en Bretagne. Et même là, il y a tout de même un climat extrêmement tendu, puisque l'avocat de Dreyfus est victime d'un attentat. En parallèle de ces procès, les Dreyfusards, comme on les appelle, s'organisent partout dans le pays. Dans le pays et dans les colonies également, parce qu'en Algérie, par exemple, il y a des manifestations antisémites et des manifestations pour Dreyfus. Donc, toute la France est mobilisée et les opinions se radicalisent après le procès Zola. Parfois, des journaux changent de ton, comme Le Figaro, dont je vous parlais, qui se rend compte que Dreyfus est innocent. Mais ce n'est qu'en 1899 que Dreyfus est ramené du bagne, où il a passé donc plus de 4 ans. Et bien qu'il soit diminué, il existe des photographies d'époque, même des petits films qui ont été réalisés, et on le voit extrêmement droit, extrêmement digne, parce qu'il va enfin retrouver, il espère enfin retrouver son honneur, sa place dans l'armée et sa famille. En revanche, même s'il y a un 2e procès pour Dreyfus, il est à nouveau trouvé coupable, et il faut que c'est le président de la République qui le gracie. Et il y avait d'ailleurs un débat entre Dreyfusards. Dreyfus devait-il accepter la grâce ou bien refuser et demander à être vraiment innocenté par un tribunal? Il est gracié donc en 1899, et ce n'est que 12 ans après son arrestation, en 1906, qu'il est réhabilité après plusieurs débats à la Chambre, c'est-à-dire au Parlement. L'affaire Dreyfus est donc l'affaire Dreyfus est également un moment qui a contribué à enraciner la République.
vous parler de ces crises qui avaient éclaté avant l'affaire Dreyfus et qui préparaient l'opinion, en fait, à toute la violence de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus permet à beaucoup de gens de se positionner et puis à réagir pour rétablir un certain ordre démocratique en France. Peut-on parler pour autant d'une renaissance de la société démocratique? Alors d'un côté, c'est vrai, la presse, par exemple, change de ton. Elle prend fait et cause pour Dreyfus, en tout cas une bonne partie, pas la presse antisémite qui demeure antisémite et qui demeure convaincue que Dreyfus est coupable et que l'armée a de bonnes raisons de l'avoir mis en prison. Donc la presse s'est engagée, elle a changé pendant cette affaire. Il y a des associations qui sont créées pendant l'affaire Dreyfus, comme la Ligue des droits de l'homme, spécifiquement pour aider Dreyfus dans un premier temps. La Ligue des droits de l'homme existe toujours aujourd'hui. Partout en France, il y a des comités locaux qui se mettent en place pour défendre Dreyfus, par exemple. Alors effectivement, ces mobilisations citoyennes ont permis de freiner le développement du nationalisme en France et de l'antisémitisme. Mais en revanche, ces mouvements restent vivaces en France, mais dans des cercles plus étroits. Les conséquences politiques de l'affaire Dreyfus sont également encourageantes, on va le dire, elles permettent la rénovation de la démocratie. Il y a la constitution d'un gouvernement de défense nationale. Par exemple, les mouvements nationalistes, royalistes ou bonapartistes disparaissent peu à peu du paysage politique français. La République progresse dans la société, ce que l'on voit avec la loi de séparation, par exemple, des églises et de l'État en 1905. Mais cette réhabilitation, cette renaissance de la République a des limites, puisque les Dreyfusards ne s'entendent pas eux-mêmes sur l'avenir à donner à leur cause. Alors, cette affaire Dreyfus, elle a eu des résonances et elle en a encore. Elle a eu des résonances tout de suite, je pense que vous l'avez bien compris, et notamment avec l'antisémitisme qu'on appelle l'antisémitisme moderne. La référence aux syndicats juifs, par exemple, est systématique dans les journaux. Et un moment en particulier a eu des conséquences à long terme, c'est la dégradation de Dreyfus. Dreyfus est dégradé dans la cour des Invalides le 5 janvier 1895, donc quelques jours après sa condamnation. Et cette dégradation est mise en scène et elle doit montrer la déchéance de Dreyfus. Or, parmi les personnes qui assistent, parce que devant les Invalides, devant la cour des Invalides, il y a du public, il y a un journaliste hongrois qui s'appelle Theodor Herzl. Il est lui-même juif, et quand il voit que dans le pays des droits de l'homme, on traite un juif comme cela, il en est outré, il est choqué de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, et petit à petit, il va se dire qu'il n'y a décidément pas de place pour les juifs ailleurs que dans un État juif. En 1896, il écrit un traité politique dans lequel il prône la création d'un État pour les juifs. C'est la naissance de ce qu'on appelle le mouvement sioniste en 1897. Les conséquences à plus long terme, elles sont également dans la mémoire de l'affaire Dreyfus. Par exemple, à Nîmes, dans le sud de la France, à Nîmes, un comité veut faire une statue, ériger une statue pour Bernard Lazare, un des premiers à s'engager. Or, cette statue est mutilée, des nationalistes nîmois lui cassent le nez et envoient le nez à un de leurs leaders nationalistes, Charles Maurras, en signe de dérision pour le mouvement dreyfusard. La mémoire de Zola, elle aussi,
est entaché, puisqu'il il est trouvé asphyxié chez lui en 1902, et il y a, jusque dans les années 1950, des journalistes qui cherchent, parfois des historiens également, à savoir si si cette mort peut s'expliquer naturellement, on va dire, ou bien si c'est un assassinat lié à l'affaire Dreyfus. 125 ans après l'affaire Dreyfus, dans les années 1980-90, encore en France, la question de savoir comment commémorer l'affaire Dreyfus posait problème, puisque des projets de statues qui devaient être placés aux Invalides ont été bloqués, et actuellement, la statue est dans la cour d'un musée des arts du judaïsme. Alors, que reste-t-il de l'engagement des Dreyfusards aujourd'hui? Eh bien, les historiens eux-mêmes qui travaillent sur l'affaire Dreyfus ont tendance à s'engager pour la démocratie ou pour des valeurs démocratiques. C'est le cas de Vincent Duclerc, par exemple, qui a défendu les intellectuels en Turquie, ou c'est le cas d'un autre historien qui s'appelle Gérard Noiriel, qui est spécialiste de l'immigration et qui a écrit, par exemple, sur les polémiques qu'il y a encore aujourd'hui avec les discours nationalistes. Voilà, en conclusion, je voudrais vous indiquer un certain nombre de pistes que j'ai essayé de soulever. D'abord qu'après l'affaire, Dreyfus s'est battu pour poursuivre une carrière dans l'armée. Il n'a pas voulu démissionner, il s'est engagé et a servi pendant la Première Guerre mondiale. Il a terminé sa carrière en tant que colonel. Je vous parlais de Picard. Le colonel Picard, lui, est devenu général et même ministre de la guerre. L'affaire Dreyfus est encore un sujet de recherche tout à fait ouvert aux historiens aujourd'hui. Beaucoup d'archives n'ont pas été exploitées. Et surtout, le principal héritage aujourd'hui de l'affaire Dreyfus, c'est l'universalisme du combat, la cause des droits de l'homme, le fait que les citoyens s'engagent pour défendre la cause d'une personne afin de rétablir le régime démocratique dans leur pays. L'affaire a donc suscité des passions débridées dans la société et les ressorts de cette affaire peuvent parfois nous rappeler des passions que nous voyons aujourd'hui dans l'actualité. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Lucien, pour votre prestation. Je crois qu'il nous reste juste quelques minutes pour éventuellement échanger avec les personnes qui assistent à cette conférence. Donc, on va laisser la parole ouverte à 2-3 questions pour les personnes qui souhaiteraient interagir avec vous maintenant. Avec plaisir. Donc, visiblement, vous avez été extrêmement exhaustif, extrêmement complet. Vous avez abordé absolument tous les thèmes dans tous leurs sens. Voilà. Donc, vous avez abordé en particulier la question finalement de la mémoire et du traitement historique de la question de l'affaire Dreyfus, et également sur l'incapacité de certains journaux à plaider et à comprendre que l'affaire Dreyfus, en fait, était basée complètement sur des mensonges. Est-ce qu'on pourrait faire un lien avec certains journaux actuellement, certains mouvements sociaux, notamment aux États-Unis, qui continuent à plaider des choses qui sont absolument fausses pour leur propre agenda? Oui, ce que je trouve avec l'affaire Dreyfus, c'est qu'on peut y voir on va dire une lumière d'espoir, une lueur d'espoir, parce que face au complotisme, par exemple, ou
à la rapidité à laquelle se répandent ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, on voit avec l'affaire Dreyfus, d'une part, que ce n'est pas nouveau, et d'autre part, que c'est possible de rétablir la vérité. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous parlez des États-Unis où on a bien vu la question du compte Twitter du président. Fallait-il le fermer? Fallait-il le fermer plus tôt? Pourquoi a-t-il été fermé? Donc, ça amène une polémique sur la diffusion d'une information, d'une fausse information. Je pense qu'aujourd'hui, au moment de l'affaire Dreyfus, le journalisme était encore amateur. Aujourd'hui, le journalisme est professionnel, mais il est souvent menacé parce que le statut de journaliste, c'est un statut, ça coûte cher. Et donc, beaucoup de médias, beaucoup de groupes, quand je dis médias, aujourd'hui, c'est gigantesque, ça recouvre des pratiques très, très différentes, mais beaucoup de journaux ont du mal, beaucoup de journaux en ligne ou papier, hein, ou de médias télévisuels ont du mal à financer du journalisme de qualité. On le voit avec des émissions qui durent pas très longtemps à la télévision, par exemple, ou des reporters qui sont à l'étranger et qui travaillent pour plusieurs chaînes en même temps. C'est pas forcément un problème. La difficulté, c'est que est-ce que le citoyen est conscient que cette information, qu'on lui donne une information, mais que cette information n'a pas la même valeur? Il y en a une qui a été travaillée pendant des semaines, voire des mois, et une autre qui peut être faite très vite. Et donc, en fait, s'ouvre le réflexe, si vous voulez, pour l'historien, c'est la question de la source. Or, le citoyen, quand il reçoit les actualités, quand il reçoit une information, il n'a pas forcément ce réflexe, ou bien il n'a pas forcément le temps de se poser la question d'où vient cette information, qui me la donne, pourquoi, comment je vérifie. Voilà, c'était une réponse un petit peu longue, mais je pense que vous me direz si j'ai répondu. Merci. Par rapport à la réponse de M. Grillet, toujours sur le sujet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir avant de redonner la parole à Catherine Faudry? Bonjour Monsieur Grillet, bonjour à tous. Claudine Justafré, j'interviens juste une seconde très rapidement. Nous avons dans les participants, même si on ne voit que des cases noires, nous avons quelques fonctionnaires du groupe de fonctionnaires francophones de Serbie qui vont pouvoir peut-être intervenir s'ils le souhaitent, bien sûr. Moi, j'avais une question qui rejoint la question de Franck, à savoir, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer à l'heure actuelle encore de l'affaire Dreyfus. Comme vous dites, elle n'est toujours pas analysée de manière parfaitement claire. Est-ce que vous diriez qu'en termes de renaissance, puisque le cycle parle d'effondrement et de renaissance, ce qui a fait finalement sortir en quelque sorte de cette crise, est-ce que c'est essentiellement les intellectuels qui ont en quelque sorte mobiliser la population autour d'une alternative au discours officiel, ou est-ce que ce sont d'autres paramètres, d'autres acteurs qui ont fait en fait, qui ont révélé un peu cette prise de conscience démocratique? Merci. Merci pour cette question. Il me semble que je vais faire une réponse à la normande. C'est-à-dire que, par exemple, quand Zola refuse de s'engager, c'est parce qu'il se sent fatigué, parce qu'il pense que sa priorité, ça doit être d'écrire, pas de s'occuper de ce qui se dit dans la presse. Donc, en fait, je crois il me semble que pour que cette affaire soit vue comme un rebond démocratique, il faut que ce soit démocratique, c'est-à-dire que ce soit massif. Et pour que ce soit massif, il a fallu toute une série d'acteurs. Par exemple, je vous ai parlé de Bernard Lazare, quelqu'un qui était très peu connu à Paris,
et qui s'engage spontanément et qui est vite retombé dans l'oubli. Aujourd'hui, ce n'est pas lui le héros de l'affaire Dreyfus, c'est Zola. Donc, mais ce sont probablement des dizaines de milliers de personnes comme Bernard Lazare qui se sont impliquées, qui ont écrit. Alors, Bernard Lazare, ça faisait un moment qu'il s'impliquait déjà. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus, c'est un révélateur. Il y a des personnes comme Bernard Lazare qui luttaient déjà avant contre l'antisémitisme. Bernard Lazare avait même provoqué en duel Édouard Drummond, précisément pour des raisons de réflexion politique et d'insultes. Pour d'autres personnes comme Zola, l'affaire, c'est la révélation, c'est le moment de s'engager. Et ça a l'air d'être un moment unique pour cette génération. C'est ce que souligne par exemple Charles Péguy. Hein, c'est ce moment fédérateur. Il y a toute une série de personnes, pour préparer cette intervention, je lisais un des premiers ouvrages, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés dès la fin du 19e siècle, pour raconter déjà l'histoire. Et il y a beaucoup de soldats, par exemple, dans l'armée, qui ont refusé d'obéir à leurs officiers, parce qu'ils disaient, mais je retrouve face à moi ce que je vois dans les journaux avec Dreyfus. Donc, je pense que c'est ça qui a fait catalyseur, qui a petit à petit mis la pression sur les autorités. Il est évident que quand l'article de Zola sort « J'accuse », si personne ne connaît le journal, si personne ne connaît Zola, personne ne va acheter l'article. Donc, vous voyez, il y a un effet boule de neige. Et là, à ce moment-là, en janvier-février 1898, je dirais que l'opinion est prête à basculer parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont prêtes. Vous voyez, il y a des coïncidences. Picard qui a enquêté de son côté pendant 1 an et puis qui arrive au procès Zola. Voilà, vous avez des moments des connexions entre des gens qui se sont rendus compte que l'affaire Dreyfus valait la peine d'être défendue, enfin de s'engager en tout cas.